La Facture, émission 608. Aujourd'hui. Et là, dans la salle d'attente, les gens te demandent avec quoi vous vous êtes brûlé. Un ennemi dangereux se cache très près de vous. Une citoyenne se bat contre un entrepreneur et gagne. Mais à quel prix? Aussi, si vous partez en voyage, pensez à lui. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Dans votre pharmacie, dans votre douche, sous votre évier, se cache un ennemi qui fait des ravages sur la planète entière. Vous croyez que j'exagère? Non. Le reportage qui suit va vous le démontrer. Et comme vous allez le voir, l'industrie et les autorités fédérales de la santé ne semblent pas très pressées d'éliminer ce danger public. Dans cet hôpital de Montréal, un scientifique mène un combat contre une molécule menaçante. Ses victimes ont le visage tuméfié, les paupières enflées, les mains crevassées. Le mal sournois se cache dans des endroits insoupçonnés. Tous ces produits ont en commun qu'ils font des ravages auprès d'une partie de la population. T'es là dans la salle d'attente, les gens te demandent avec quoi vous vous êtes brûlé. Je voulais plus vivre ça, là. Les 3 derniers étés n'ont apporté que souffrance pour Sylvie Brulotte. À l'image de ses victimes, son visage rougissait, enflé de partout, au point que ses yeux n'arrivaient presque plus à ouvrir le matin. J'ai brûlé à 3 reprises. J'ai pleumé. Ça a pris des pilules de cortisone pour désenfler. Je sortais avec un chapeau. C'était un petit peu fou, là, mais c'est parce que je ne savais plus quoi faire. C'est à l'hôpital Royal Victoria de Montréal qu'elle a eu la puce à l'oreille. Grâce à Denis Sasseville, un dermatologue de réputation internationale, elle a appris que certaines personnes peuvent être gravement affectées par un agent de conservation. Il est méconnu du grand public, mais fréquemment utilisé. Il a pour nom méthylisothiazolinone, MI pour les intimes. Dans tous les agents de conservation utilisés dans les cosmétiques, maintenant, oui, effectivement, c'est la méthylisothiazolinone qui est notre bête noire. Denis Sasseville siège sur le Comité nord-américain des allergies de contact. Il prononcera des conférences dans toutes ces villes pour traquer cette bête noire. Il veut alerter ses collègues médecins des dangers que représente le MI et convaincre l'industrie des produits d'hygiène et de cosmétiques qu'elle doit réagir. On préconise en fait l'abandon de la méthylisothiazolinone dans les produits qui demeurent sur la peau et une réduction très importante de la concentration dans les produits rincés, comme les savons ou les shampoings. Le méthylisothiazolinone remplace la famille des parabènes, la génération précédente des agents de conservation. Les parabènes figurent sur la liste des Dirty Dozen, les 12 plus sales produits chimiques à éviter, publiés par la Fondation David Suzuki. Comme les parabènes, son rôle est d'empêcher que les bactéries prolifèrent dans des produits à usage multiple. On le retrouve donc dans des centaines d'articles de la maison. Mais de plus en plus de gens ont développé une dermatite au contact de cet ingrédient, comme Sylvie Brulotte, dont le médecin a cru, à tort, qu'elle était simplement sensible aux rayons du soleil. On me disait, même si vous restez dans la maison, vous avez des fenêtres, vous passez devant une fenêtre, mettez de la crème solaire. Son médecin initial l'ignorait, mais il y avait un lien entre ses brûlures et sa crème solaire de marque Neutrogena, ironiquement recommandée par les dermatologues américains. Ce lien, c'est le MI. C'est ce que je faisais, mais sans le savoir, moi, j'accentuais le problème définitivement. C'est lors d'un test de dépistage que le docteur Sasseville a découvert la cause de ses blessures. De retour à la maison, elle a scruté la liste des ingrédients de tous ses autres produits d'hygiène. J'ai tout jeté. Bien, puis je n'ai jeté pas mal, finalement. Pour les allergies de contact, il n'y a pas de désensibilisation possible. La seule chose qu'on peut faire, c'est identifier la cause et l'éliminer. Encore faut-il être capable d'identifier la source. On a les mains qui brûlent.
On fait des tests. Le médecin dit, bon, ben c'est pas relié à ton travail, retourne travailler. Tu retournes au travail, mais t'as mal. Jean-François Martineau est pressé dans une imprimerie. Lors d'un test de dépistage, il a appris qu'il était allergique au MI. Mais où le MI se cachait-il? Pour le savoir, son employeur a fait analyser toutes les encres de l'entreprise, car le MI se trouve aussi dans des produits industriels. Donc, on a fait le tour de tous les produits, puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun de ces produits chimiques-là qui avait les produits. Mais on n'avait pas vérifié les savons. Il lui a fallu attendre 5 ans avant de le découvrir grâce au Dr Cesseville. 5 ans marqués par 2 dépressions et de longs congés de maladie. Sur des chiffres de 12 heures, on peut se laver les mains 12-15 fois par quart de travail. Donc, je me lavais souvent les mains. J'utilisais beaucoup le produit. Ça finissait par faire craquer mes mains. Ça saignait. C'est vraiment des craques au sang. Et puis à un moment donné, c'est juste plus capable de travailler. Les gens qui ont persisté à travailler, qui nous sont arrivés avec des mains comme des steaks saignants, ça peut être 3-4 mois, des fois 6 mois, avant que ça reprenne une allure normale. Et il y a même certains patients qui guériront jamais. Aujourd'hui, chez lui, il doit avoir son propre savon. Impossible pour lui de laver la vaisselle, ni même de laver son propre enfant, car on ne peut pas se débarrasser de cette allergie. Moi, je dis aux gens, c'est pour la vie. Quand vous avez ces allergies-là, c'est pour toujours. Et parfois, les allergies peuvent apparaître en très bas âge. En Allemagne, la mère de cette fillette a utilisé des lingettes Huggies. Ces lingettes ont été l'élément déclencheur de vives inflammations. L'enfant a par la suite réagi à tout ce qui contenait du MI, comme les murs fraîchement repeints de sa chambre à coucher. Mais l'enfant a dû être hospitalisé pendant 2 mois, jusqu'à ce que les vapeurs de méthylisothiazolinone qui étaient dégagées par la peinture sur les murs finissent par devenir indétectables. Le MI se trouve dans des centaines de produits de consommation courante. Ces victimes du MI, ce ne sont pas des cas isolés, au point que la Société américaine des dermatites de contact a déclaré le méthylisothiazolinone allergène de l'année 2013. 10 % des patients du Dr Cesseville en sont affectés. Pour lui, il s'agit d'un taux alarmant et pourtant, il peine à convaincre l'industrie de l'éliminer. Ils sont assez réticents à l'idée qu'on va leur retirer le tapis de sous les pieds en recommandant de ne plus employer ce produit-là. Les géants de l'industrie savent pourtant que le méthylisothiazolinone fait des victimes. Kimberly Clark nous a affirmé qu'il n'ajoute plus de MI dans les lingettes Huggies. Mais il en reste encore sur le marché, comme cette boîte que nous avons achetée tout récemment. Johnson & Johnson, qui fabrique la crème Neutrogena, nous dit qu'il examine les options qui permettront d'en réduire l'emploi, mais pas question de l'éliminer. Avec ce que j'ai vécu, il l'enlèverait complètement. Il devrait. Il devrait l'enlever complètement, ou au moins que ce soit très clair que ça contient ce produit-là dans leurs produits. Le coup qu'on sait les conséquences, c'est là qu'il faut prendre des mesures pour améliorer les choses. Bon, on est rendu là. Je dis bien sûr qu'on est préoccupé, donc c'est pour cette raison-là qu'on fait une réévaluation. Édith Sansouci, inspectrice à Santé Canada, parle au nom du ministère. Santé Canada autorise la présence du MI dans les produits, mais révise présentement sa position. Donc, il faut prendre le temps de la faire, la réévaluation. Il faut prendre le temps de les collecter, ces données-là, de les analyser. Donc, on fait vraiment une analyse de risque, une évaluation du risque. On prend toutes ces informations-là en considération. Et après ça, s'il y a lieu de faire des changements, bien là, on va les faire. Denis Cesseville souhaite que le gouvernement canadien soit contraignant envers l'industrie. Pas l'impression que l'Amérique, le Canada ou les États-Unis vont faire œuvre de pionnier dans ce domaine-là. Mais si simplement ils suivent les directives qui vont être émises en Europe, ça serait déjà bien. Et voilà le coupable. Le méthylésothiazolinone a remplacé les parabènes. Mais était-ce le bon choix? Ils se sont fourrés le doigt dans l'œil jusqu'au coude et qu'on a affaire maintenant à une épidémie qui est totale, à la grandeur du monde. Pour Denis Cesseville, il n'y a pas de doute, il faut réhabiliter les parabènes. Les parabènes sont des agents de conservation qui sont probablement parmi les plus sécuritaires qui sont sur le marché à l'heure actuelle. Quand je vois un produit qui s'affiche sans parabènes, je me dis « Ah, ça, c'est pas un produit que j'aurais envie d'acheter. » C'est plutôt le contraire. Je vais plutôt prendre un produit qui contient des parabènes plutôt qu'un produit qui contient de la méthylisothiazolinone.
Les parabènes ont longtemps été le préféré parmi les agents de conservation. Aujourd'hui, ils font peur, car certaines études ont démontré qu'ils pouvaient affecter le système endocrinien et même causer le cancer. Mais ces études sont loin de faire l'unanimité. La communauté scientifique est d'accord pour dire que les parabènes sont des agents qui sont assez anodins. Mais malheureusement, à cause de ces travaux-là, qui ont montré des activités estrogéniques et un lien potentiel, mais non prouvé, avec le cancer, les médias sociaux se sont emparés de ces nouvelles-là et ont monté ça en épingle, de sorte qu'ils ont réussi à convaincre les non-scientifiques de la nocivité de ces produits-là. Tant que l'industrie ne sera pas forcée d'agir, la menace restera bien présente dans tous les foyers canadiens. Pour ces 2 adultes et cet enfant, le mal est fait. Le fédéral interdit à l'industrie de dépasser la limite de 100 parties par million de MI dans un savon ou une lotion, par exemple. Dans un contenant comme celui-ci, ça signifie moins d'1 goutte. Mais selon un rapport d'experts européens, même ça n'est pas sécuritaire. Maintenant, le fédéral a besoin de cas de personnes ayant développé une allergie à ce produit. Pour savoir comment prendre contact, voyez notre site Web. Après la pause, une citoyenne se bat et gagne. Mais à quel prix? Ici, c'est une perte totale. Il faut le démanteler au complet. J'ai été vraiment bafouée. Bafouée du début jusqu'à la fin. On dit depuis longtemps que le cautionnement des entrepreneurs n'est pas suffisant. En janvier 2014, nous vous avons parlé du combat d'une citoyenne de la Montérégie contre l'entrepreneur qui lui avait installé un solarium. Les travaux avaient été tellement mal faits qu'elle exigeait d'être remboursée complètement. Il y a du nouveau dans cette histoire. Regardez bien. C'était il y a 2 ans. Dominique Dupont s'achète une maison en Montérégie. Elle décide de faire construire un solarium. Des fois, il y a les intempéries, puis j'adore être à l'extérieur. Alors, je voulais une terrasse pour du long terme. Madame Dupont choisit le modèle de solarium qu'elle désire. Je voulais ce modèle-là. Alors, j'avais vu une photo, j'avais emmené ça à l'entreprise. Elle signe un contrat avec l'entreprise Solarium Concept Ultra. Madame Dupont visait la perfection dans ce projet de près de 50 000 $. Mais c'est l'imperfection qui a été assemblée dans sa cour. C'est pas digne d'un professionnel. Elle réclame l'assistance de Sylvain Brosseau, technologue en bâtiment. On parle d'erreurs d'installation majeures, artisanales, qui ne respectent pas les règles de l'art. Des panneaux de toiture mal taillés, des joints de scellement inesthétiques, la liste des faux s'allonge. Et comble du malheur, le constructeur a coupé les pieux du solarium parce que ses mesures étaient incorrectes. C'est la consternation. Ici, c'est une perte totale. Il faut le démanteler au complet. Triste constat. Dominique Dupont veut un remboursement et la démolition du solarium. J'ai été vraiment bafouée. Bafouée du début jusqu'à la fin. Pour l'entrepreneur général Benoît Dupuis, pas question de rembourser ni de démolir. Mais il se dit prêt à apporter des correctifs. Il y a eu un manquement, il va y avoir des correctifs qui vont être apportés. Comme je vous dis, le côté monétaire n'a pas d'importance dans ce dossier par rapport à notre réputation. L'argent n'a peut-être pas d'importance pour lui, mais il a tout de même inscrit une hypothèque légale sur la propriété de Mme Dupont pour se faire payer. Si elle ne paie pas, il peut donc s'emparer de la maison. Pour les consommateurs, on n'a pas beaucoup de recours à part de s'engager en justice, s'engager des experts, des avocats. Dominique Dupont n'en démord pas. Elle veut que son entrepreneur la rembourse. Elle mandate une avocate pour une poursuite au civil. Voulez-vous aller jusqu'au bout? Bien, il faut. Je veux dire, je peux pas croire qu'un juge va pas réaliser que ça n'a aucun bon sens du début jusqu'à la fin, tout ce qui s'est produit. Maintenant pour la suite de l'histoire. En juin 2014, le tribunal condamne l'entrepreneur à payer près de 38 000 $ à Mme Dupont. Un montant de 5 000 $ s'ajoute pour troubles et inconvénients subis. De plus, le juge radie l'hypothèque légale que l'entrepreneur a inscrite sur sa propriété.
Le hic, c'est que Solarium Concept Ultra a cessé ses activités en avril 2014. Et la liste des créanciers est si longue qu'un paiement, si minime soit-il, est improbable. Avec la Régie du bâtiment du Québec, Mme Dupont a une autre option pour récupérer une partie de son argent. Elle peut mettre la main sur le cautionnement de licence d'entrepreneur général. Avec cette garantie d'indemnisation, elle peut recevoir jusqu'à 20 000 $. Sylvain Lamotte est le porte-parole de la RBQ. Pour le consommateur, c'est définitivement une protection supplémentaire, une protection financière, alors, qui permet au consommateur d'être indemnisé en cas de préjudice ou de non-exécution de travaux. Sauf que la RBQ a fixé en 2008 le cautionnement de licence d'entrepreneur général à 20 000 $ seulement. Albany Morin, de l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction. On dit depuis longtemps que le cautionnement des entrepreneurs n'est pas suffisant. Ça pourrait être 50 000 pour un entrepreneur général, ça facilement. La CQC croit que le cautionnement devrait idéalement équivaloir à la valeur des travaux. Les consommateurs seraient ainsi beaucoup mieux protégés. C'est une façon de responsabiliser l'entrepreneur. Parce que si lui, il doit mettre en cautionnement la valeur des travaux, s'il doit mettre ses camions, son entreprise en cautionnement, il serait bien plus soucieux de faire le travail comme il faut pour ne pas avoir de poursuite. Dominique Dupont a donc encaissé la totalité du cautionnement de 20 000 $ le mois dernier. On peut dire qu'elle a été chanceuse. Si d'autres clients de cet entrepreneur avaient réclamé eux aussi une indemnisation, il aurait fallu qu'ils partagent les 20 000 $. Par ailleurs, la RBQ exige un jugement pour bénéficier du cautionnement. Sans jugement, Mme Dupont n'aurait absolument rien eu. Le tribunal est là pour statuer, pour établir la valeur juste et équitable du dédommagement. Alors, par la suite, la Régie sert pour l'obtention de l'indemnisation, mais la Régie n'est pas un tribunal en soi. Le jugement qu'a obtenu Mme Dupont lui a coûté près de 15 000 $ en frais d'avocat. C'est cher payé pour bénéficier de l'indemnisation de la RBQ. Pour l'argent, le jeu n'en valait pas la chandelle. Mme Dupont a enregistré une perte nette d'environ 25 000 $. Mais il fallait qu'elle aille jusqu'au bout. Elle devait se libérer de l'hypothèque légale que l'entrepreneur avait inscrite sur sa propriété. La facture a pris contact avec le cabinet du ministre responsable de la Régie du bâtiment du Québec, Sam Ahmad. On nous a répondu qu'effectivement, le public serait mieux protégé si on augmentait le montant de la caution exigée aux entrepreneurs. Le cabinet du ministre estime qu'on pourrait penser à doubler le montant de ce cautionnement. Le ministère a demandé à la Régie du bâtiment de lui faire une proposition. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Un vendeur de thermopompe se présente à votre porte. Il vous convainc de signer un contrat d'une valeur de 7 000 $. Sauf que le lendemain, vous comprenez que vous avez fait une bêtise. Alors, vrai ou faux, vous pouvez résilier un contrat conclu avec un commerçant itinérant. La réponse après la pause. Vrai ou faux, vous pouvez résilier un contrat conclu avec un commerçant itinérant. Vrai. Vous avez 10 jours pour résilier ce type de contrat. Un commerçant itinérant, c'est celui qui vous sollicite et vous vend un produit ou un service ailleurs que dans son local commercial. Pour nous joindre, dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636. À l'extérieur de Montréal, composez le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet, ici radio-canada.ca/la facture. Vous voulez voyager cet été. Vous allez tenter de trouver les billets au meilleur prix. Vous allez chercher un hôtel ou un logement loué. Vous allez réfléchir à un itinéraire, à un moyen de transport. Mais il y a un détail extrêmement important qui vous a peut-être échappé. Marie-Claude réalise un grand rêve. Elle s'apprête à partir à la découverte de Rome. Elle se voit déjà arpentant le Colisée. Elle achète ses billets d'avion et réserve son hôtel.
Elle vérifie son passeport. Il est valide jusqu'en août, c'est-à-dire 1 mois après son retour d'Italie. Tutto va bene, se dit Marie-Claude, puisque son séjour dans la ville éternelle aura lieu en juillet. Sauf que le jour de son départ, elle en perd son latin. On lui dit que le passeport des Canadiens qui voyagent en Italie doit être valide au moins 3 mois après la date de leur retour. Il n'y a pas que l'Italie. Plusieurs pays européens comme la France et l'Espagne ont la même règle. Certains pays, comme la Thaïlande, vont encore plus loin. Ils exigent que le passeport soit valide au moins 6 mois après la date du retour. Le Colisée devra attendre. La compagnie aérienne a refusé que Marie-Claude monte dans l'avion. Le fin mot de l'histoire? Avec un passeport qui répond à toutes les règles, à vous la Dolce Vita. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez au pays, à Timmins ou à Gravelbourg, merci beaucoup d'avoir été là. Voici des extraits de ce que vous verrez la semaine prochaine. Je reçois des correspondances de Revenu Canada sous 3 numéros d'assurance sociale différents. Une erreur administrative du fédéral. Ils corrigent des erreurs par de nouvelles erreurs. Aucun ministère ne règle le problème. Tu rentres dans la machine à saucisse, puis il n'y a personne au bout de la ligne. Ça pourrait causer des préjudices à M. Francaire sans aucun doute. Tiens, la calice de carte. Il n'y a pas personne d'autre qui va l'utiliser.